Si les Anglais ont inventé et codifié le football, comme la plupart des sports d'ailleurs, ce beau conte de fées qu'est la Coupe du Monde est né en France, à Villefranche-sur-Mer, dans ce paradis qu'est la Côte d'Azur. En 1928, l'avocat français Jules Rimet crée la compétition par laquelle le football est parti à la conquête de l'univers. Ce tournoi, devenu le spectacle préféré des hommes de notre temps. Cet échauffement des années 20 nous prouve d'ailleurs toute la naïveté du football de ce temps-là. C'était le football de grand-papa. Le 21 juin 1930, jour le plus long de l'année, Jules Rimet embarque à l'aube à bord du paquebot italien le Conteverde. Il ne peut s'empêcher de crier « Vive la France !» tout heureux que sa compétition internationale débute. Son rêve s'est enfin réalisé, en route pour Montevideo. Si le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde est un Français, Lucien Laurent, face au Mexique, l'Uruguay est-elle la première nation championne du monde de football après avoir battu en finale l'Argentine? En 1934, en Italie, lors de la deuxième édition, sous les yeux ravis du Duce, alors à l'apogée de sa puissance, victoire de la Squadra Azzurra face à la Tchécoslovaquie, 2-1. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde se déroule en France. Le dimanche 19 juin 1938, ils sont près de 45 000 à envahir Colombes, en compagnie du président Lebrun, pour la grande finale opposant l'Italie à la Hongrie. Gino Colossi ouvre le score dès les premières minutes et met les Italiens sur le droit chemin. Colossi, qui comme Piola, inscrit un doublé dans cet ultime match. 6 buts sont marqués, 4 par les Italiens, 2 par les Hongrois. L'Italie devient championne du monde avant que la guerre n'éclate. Les meilleurs joueurs vont revêtir comme les autres l'uniforme et la Coupe du Monde ne sera plus disputée pendant 12 ans. En 1950, la Coupe du Monde sans la France reprend la direction de l'Amérique du Sud, destination le Brésil. La finale oppose l'Uruguay au Brésil, les deux premiers au classement. Les Uruguayens s'imposent pour la deuxième fois de leur histoire. Dès lors, le football devient un sport universel et chaque Coupe du Monde l'occasion de rencontres extraordinaires et de finales mémorables. À Solothurn, lors des 3 jours qui précèdent la finale, les Hongrois ont retrouvé le sourire. Reposés après leur victoire obtenue aux prolongations sur l'Uruguay, les coéquipiers de Kocsis se détendent au tennis-ballon. Ils vont pouvoir compter sur le retour de Puskás, remis de son entorse à la cheville, et surtout sur leur défenseur vedette, Božič. Les Allemands ont pris leur quartier à Spiez, près de Berne. Ils sont encore plus détendus que leur adversaire. La finale était totalement inespérée pour eux au début de ce tournoi. Jeux de cartes et balades sur le lac sont à leur programme avant l'ultime rendez-vous. Le 4 juillet, près de 65 000 personnes, principalement des Allemands, ont pris place dans le stade de Berne pour cette finale de la Coupe du Monde 54 entre l'Allemagne et la Hongrie. Un match que Jules Rimet a qualifié dans ses mémoires d'apothéose sous la pluie. Un crachin qui tombera pendant toute la finale, rendant la pelouse très glissante. Sitôt le toss effectué par l'arbitre anglais de la rencontre, M. Ling, et remporté par Ferenc Puskás, le match peut débuter. Les Allemands en blanc donnent le coup d'envoi et se ruent tout de suite à l'attaque. Max Morlock, à la suite de ce jeu en triangle, tente de centrer et obtient le premier corner du match. Ce fameux corner lobe tout le monde, Hans Schäfer récupère le ballon et tente un slalom dans la défense hongroise, en vain, Grosix peut se saisir de la balle. La première action de l'équipe de Hongrie sera par contre la bonne. La frappe de Kocsis est contrée, mais Puskás, qui rôde dans la surface, ouvre le score. Formidable début de match de Ferenc Puskás, absent en quart et en demi-finale. Il marque là son 4e but en 3 matchs. Les Hongrois mènent 1-0 et bientôt 2. Kohlmeier passe en retrait à son gardien, Tourek ne peut se saisir du ballon et Sibor à l'affût double la mise. En 3 minutes, les Hongrois ravis plongent l'Allemagne dans l'angoisse. Un résultat qui leur paraît normal compte tenu de leur victoire 8-3 sur ces Allemands en match de poule.
Mais l'équipe d'Allemagne n'est plus la même depuis cette défaite, la seule lors de ce tournoi. 1 minute plus tard, centre de la gauche de Schäfer et Morlock devance la sortie de Grosix. Pas du tout abattus après le deuxième but stupide qu'ils ont encaissé, les Germaniques reviennent à 2-1. Mis en confiance par son 6e but dans cette Coupe du Monde, Max Morlock tente de nouveau de déborder. Son tir est contré, il obtient un corner. Un corner repoussé par la défense hongroise sous pression. Et sur ce deuxième corner successif, Grosix est trop court et Helmut Rahn peut propulser le ballon au fond des filets. L'Allemagne égalise à 2 buts partout, c'est le score à la mi-temps. 4 buts inscrits dans le premier quart d'heure et dans une ambiance indescriptible. À la pause, dans les vestiaires allemands, le sourire est revenu sur le visage des joueurs, concentrés mais tout heureux de signer leurs premiers autographes. En seconde période, énervés par un marquage étroit, les Hongrois vont perdre leur sang-froid. Ils essaient en vain d'orchestrer leur offensive précise qui avait fait merveille jusqu'à-là et se dissipent alors dans des actions individuelles improductives. Et comme face à la Yougoslavie en quart de finale, la défense allemande, composée de Posipal, Kohlmeier, Eckel et Liebrich, fait merveille. Les Allemands, après chaque action, remontent le ballon sur de formidables contres, mais sont approximatifs dans le dernier geste. L'équipe de Hongrie domine néanmoins cette deuxième mi-temps. Une superbe feinte offre à Puskás la possibilité d'inscrire le but de la victoire, mais l'exceptionnel Kohlmeier part 2 fois contre les tentatives de Puskás. Les Allemands seront ensuite sauvés par la transversale. Il reste maintenant 5 minutes à jouer lorsque la balle parvient dans les pieds d'Helmut Rahn. Le tir de Rahn bat Grosix, le but de la victoire sans doute pour les Allemands, 3-2. Dans les arrêts de jeu, Puskás marque un but, logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Incroyable, après 31 matchs sans défaite, la Hongrie laisse échapper celui qu'il ne fallait pas perdre. Victoire de l'Allemagne 3-2, son premier succès en Coupe du Monde, la victoire d'un groupe complet entraîné de main de maître par Sepp Herberger. La Coupe Jules Rimet prend la direction de l'Allemagne. La demi-finale disputée à Stockholm entre la France et le Brésil est un peu la finale avant la lettre. Les Français ont la meilleure attaque, 15 buts marqués en 4 matchs, et le meilleur buteur du tournoi, Juste Fontaine, déjà 8 réalisations. Les Brésiliens ont quant à eux la meilleure défense, aucun but encaissé en 4 rencontres. Le match part sur des chapeaux de roue dès la deuxième minute. Vava va tromper Claude Abès, le gardien français, 1-0 pour les Sud-Américains. Le 3e but de Vava dans la compétition, mais il faut attendre que 7 minutes pour voir la France revenir au score. Une égalisation signée de l'inévitable goléador français, Juste Fontaine, qui inscrit son 9e but depuis le début de la Coupe du Monde. Un partout, le Brésil encaisse son tout premier but du tournoi. Juste avant la pause, le plus beau but de cette Coupe du Monde, il est signé Didi, pleine lucarne. Le Brésil mène 2-1. Quatre minutes après le retour des vestiaires, Pelé inscrit le plus facile de tous ses buts. Il profite d'une erreur du malheureux Claude Abès. Le Brésil fait le break, 3-1. Peu après l'heure de jeu, les Sud-Américains se mettent à l'abri d'un éventuel retour français. Le centre de Garrincha profite à Pelé qui réussit son tout premier doublé en phase finale. 4-1. Les Français entraînés par Albert Batteux sont littéralement effondrés. 76e minute, nouveau débordement de Garrincha, nouveau centre et nouveau but de Pelé. Il s'agit de son unique triplé en Coupe du Monde. 5-1 pour les Sud-Américains, l'addition est très lourde pour les Français.
Le Brésil a déjà la tête à sa première finale de Coupe du Monde, l'occasion pour la France de réduire la marque par Roger Piantoni. Son 3e but personnel, le Brésil s'impose 5-2. C'est sous la pluie que se déroule la finale de la Coupe du Monde 58 entre le pays organisateur, la Suède, et le grandissime favori de l'épreuve, le Brésil. Les Brésiliens ont une équipe de rêve. Guilmar, Didi, Garrincha, Vava, Zagallo et Pelé. Pour la 4e fois en 6 éditions, le pays organisateur est présent à l'ultime rendez-vous du tournoi. Une finale arbitrée par le Français Maurice Guigues. Une sorte d'hommage officiel rendu aux Français qui ont conquis la planète du football avec la meilleure attaque, 23 buts, le meilleur buteur Juste Fontaine, 13 buts et le meilleur joueur du tournoi, Raymond Kopa. Pelé, surmotivé à l'idée d'être le plus jeune joueur à participer à une finale de Coupe du Monde, se multiplie dès le coup d'envoi. Mais la pelouse glissante du Rasunda Stadium de Stockholm n'est pas pour avantager le jeu des Cariocas. Dès la 4e minute de jeu, ce sont en fait les Suédois qui vont ouvrir le score sur un tir à ras de terre de Nils Lidholm. Les 50 000 spectateurs présents dans le stade ne pouvaient rêver d'un meilleur début de rencontre. Les Suédois mènent 1-0. Hélas pour les Scandinaves, la joie est de courte durée. 5 minutes plus tard, Vava égalise 1 partout. Garrincha est encore déterminant. Il fait le plus dur sur ce but grâce à sa fameuse accélération. Garrincha, étincelant durant toute la compétition, est encore intenable face à la Suède. Mais la réussite n'est pas avec lui sur cette frappe splendide qui heurte la transversale. La domination brésilienne est totale et Vava va donner l'avantage aux Sud-Américains peu après l'heure de jeu. Son 2e doublé, 5e but du tournoi. À la mi-temps, le Brésil mène 2-1. 55e minute de jeu à présent, les spectateurs vont se régaler d'un but comme on n'a encore jamais vu à l'époque. Centre de Didi pour Pelé, contrôle de la poitrine, balle piquée au-dessus de Gustafsson et le futur roi Bas Svensson. Un but d'anthologie de Pelé, son 5e de la compétition, le Brésil prend le large, 3-1. Garrincha, décidément malheureux ce jour-là, offre à Svensson l'occasion de briller. Il ne marquera pas aujourd'hui, mais le petit Brésilien aux jambes marquées fait tout de même un grand match. 68e minute de jeu. À la suite d'un corner, les Brésiliens aggravent le score. Un but signé Mario Zagallo à bout portant, 4-1 pour le Brésil. Zagallo, triple champion du monde, 2 fois en tant que joueur et 1 fois en tant qu'entraîneur. Simonsson marque son 4e but de la compétition. La Suède revient à 4-2 à 10 minutes de la fin du match. Un sursaut d'orgueil trop tardif. À l'ultime minute de jeu, Pelé de la tête inscrit son 6e but du tournoi, un record personnel qu'il ne battra pas lors de ses 2 autres sacres. Victoire 5-2 des Cariocas. Le Brésil est champion du monde pour la première fois de son histoire. Une émotion forte, bien trop forte pour le jeune Pelé qui craque et pleure à chaudes larmes. À 17 ans et 249 jours, il est toujours le plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde. Le gardien de but des Auriverdes craque également à son tour. Une émotion très forte pour tous ces joueurs qui considèrent le football comme une véritable religion. Les Brésiliens entament alors un tour d'honneur avec le drapeau suédois. Le roi Gustave VI de Suède ne peut qu'apprécier, c'est lui qui remet la coupe Jules Rimet à Luis Bellini. Le Brésil est champion du monde. La finale entre le Brésil et la Tchécoslovaquie n'est pas un grand succès populaire. Certes, 69 000 spectateurs ont pris place au stade de Santiago, mais l'affiche proposée ne fait rêver ni les Chiliens, ni même les Brésiliens qui ont effectué le court déplacement. D'autant que Pelé n'est pas guéri pour consoler le difficile public de Santiago. Il n'aura joué que 2 des 6 matchs du Brésil dans ce mondial. Et ironie du destin, c'est face à ces mêmes Tchèques que Pelé s'est blessé lors du 2e match du tour préliminaire. Le Brésil et la Tchécoslovaquie avaient fait match nul 0-0.
Les Tchèques, peu médiatisés, remplissent pourtant au mieux leur rôle d'outsider. Ils n'ont rien à perdre face aux tenants du titre. Le début de match est équilibré. Garrincha grippé, le Brésil n'arrive pas à prendre le jeu à son compte. Et l'une des rares tentatives sud-américaines de cette première mi-temps est captée de façon spectaculaire par Cruyff, le héros de la victoire tchèque face à la Hongrie en quart de finale. La Tchécoslovaquie prend alors le contrôle du jeu. 15e minute, Masopust devance la sortie de Gilmar. Grosse surprise à Santiago, la révélation européenne mène devant le champion du monde en titre 1-0. Les Brésiliens, toujours lents à se mettre en jambes, sont piqués au vif. Et les spectateurs sont vite remis de leur frayeur. 2 minutes plus tard, le remplaçant de Pelé, Amarildo, égalise. Celui que l'on a un peu rapidement surnommé le Pelé blanc marque dans un angle impossible son 3e but en 4 matchs. Amarildo, 23 ans seulement, 1 but partout à la mi-temps. En seconde période, on joue la 69e minute. Amarildo excentré côté gauche, repique dans l'axe. Son centre millimétré trouve la tête de Zito. Le Brésil prend l'avantage pour la première fois de la rencontre. 2-1. Le public chilien, un moment impressionné par la domination des Tchèques, prend alors fait et cause pour le Brésil et acclame sa victoire. Les photographes souhaitent immortaliser la joie des Sud-Américains comme si le match était terminé. La Tchécoslovaquie n'est pourtant pas loin de revenir au score, mais comme Cruyff en première période, Gilmar offre au public une superbe envolée. Il ne reste qu'une dizaine de minutes à jouer, centre de Santos. Cruyff, étincelant pendant toute la compétition, relâche le ballon sans doute aveuglé par le soleil. Vava en profite pour inscrire le 3e but brésilien, son 4e sur le plan personnel depuis le début du tournoi. 3-1 pour les Sud-Américains. Le malheureux William Cruyff est dépité, le parcours tchèque lui est pourtant en grande partie dû. La Tchécoslovaquie n'a pas de regrets à avoir, elle a été battue par une équipe plus expérimentée. Avec 8 titulaires de la finale de 58, le Brésil a réussi son pari et l'emporte 3-1. Il conserve son titre de champion du monde, une performance que seule l'Italie avait réussi précédemment, mais à une époque où le football n'était pas ce qu'il est devenu. Une Coupe du Monde qui marque une nouvelle évolution dans le jeu, la défaite est interdite, les défenses ont donc pris le pas sur les attaques, seulement 89 buts ont été inscrits au cours de cette Coupe du Monde, soit 37 unités de moins que lors du précédent mondial en Suède. Heureusement, c'est tout de même la meilleure attaque qui brandit le trophée Jules Rimet. Le Brésil avec 14 buts en 6 matchs, dont 7 marqués de la tête. Pelé, remplaçant, remporte la 2e de ses 3 Coupes du Monde. La Coupe Jules Rimet reprend la direction de Rio. À Londres, la duchesse de Kent et la reine Elisabeth sont présentes parmi les 95 000 spectateurs du stade de Wembley pour assister à la première finale de Coupe du Monde de l'Angleterre. Inventeurs du football, les Anglais n'avaient jamais réussi à se hisser au-delà des quarts de finale. Mais à domicile, les Britanniques ont su se surpasser. Ils affrontent pour cette ultime rencontre l'Allemagne fédérale de Franz Beckenbauer, la révélation de ce tournoi, âgé de 20 ans. Les Allemands qui n'ont jamais gagné à Londres donnent le coup d'envoi. Cette finale est le 200e match de Coupe du Monde depuis l'invention de cette compétition en 1930 par Jules Rimet. La première occasion est germanique, mais Gordon Banks s'interpose, tout comme Hans Tikolski, son homologue allemand, quelques secondes plus tard. Magnifique plongeon du portier germanique et c'est un corner pour les Anglais. Jackie Charlton est monté dans la surface adverse, corner d'Alan Ball, mais la reprise britannique passe largement au-dessus. 12 minutes de jeu à présent, le mauvais renvoi de la défense profite à Helmut Haller, qui va tromper Gordon Banks. Le 6e but du tournoi d'Helmut Haller, les quelques centaines d'Allemands présents laissent exploser leur joie, mais stupeur à Wembley pour le public anglo-saxon. Moins d'un quart d'heure après le coup d'envoi, la Mannschaft mène 1-0. Alf Ramsey, le coach anglais, reste stoïque.
6 minutes après l'ouverture du score, Bobby Charlton décale Bobby Moore. Le capitaine de la sélection anglaise est fauché. Il joue rapidement le coup franc et dépose le ballon sur la tête de Hurst. Égalisation britannique de Geoff Hurst, son second but au mondial. L'Angleterre revient à la hauteur de l'Allemagne, un but partout. La tête piquée de Geoff Hurst est parfaite. Kilkowski n'esquisse pas le moindre geste, pour le plus grand bonheur notamment de la reine Elisabeth. Hurst qui récidive quelques minutes plus tard. Un nouveau coup de tête, mais cette fois Kilkowski s'interpose. Alan Ball récupère, mais son centre en retrait ne trouve malheureusement pas preneur. Réaction allemande sur corner, Gordon Banks repousse la première tentative. Seconde chance pour Ove Seeler, mais Banks réussit cette fois à capter le ballon. Seeler, déjà auteur de 2 buts depuis le début du tournoi, un partout à la mi-temps. En seconde période, corner pour l'Angleterre, il ne reste que 12 minutes à jouer. La frappe de Hurst est contrée, ce qui profite à Martin Peters, qui bat Kilkowski à bout portant. Premier but de Peters, les Britanniques prennent l'avantage 2-1. Le public de Wembley peut exulter. Plusieurs Allemands restent cloués au sol. Le match est pourtant loin, très loin d'être terminé. La déception danse Kilkowski se lit sur son visage. Mais les Anglais déchaînés ne calment pas le jeu, à l'image de Bobby Robson qui tente sa chance. Grave erreur car les Allemands vont en profiter pour revenir au score. 89e minute, Monsieur Dance, l'arbitre suisse, accorde un coup franc aux Allemands à 25 mètres, début de Banks. Un coup franc pour une faute imaginaire. Lothar Emmerich s'élance, sa frappe est contrée une première fois par un Anglais. Seconde tentative germanique contrée par le dos de Schnellinger. Wolfgang Weber est alors le plus rapide pour glisser le ballon au fond des filets. Bobby Charlton est furieux. Il réclame une main de Schnellinger. Les Germaniques reviennent in extremis à 2 buts partout. Dès la remise en jeu, l'arbitre suisse siffle la fin du match. Les deux équipes vont donc disputer la prolongation. Jackie Charlton est furieux. Alf Ramsey, lui, est beaucoup plus serein. Il donne quelques recommandations à ses joueurs pour ces 30 minutes de jeu supplémentaire. Première action pour l'Angleterre, Sunderland Ball, tête de Martin Peters, en retrait pour Bobby Charlton. La frappe est repoussée par Kilkowski. Les Britanniques dominent la prolongation. 100e minute de jeu, nouveau Sunderland Ball pour Geoff Hurst. Contrôle et frappe enchaînée sous la barre. Le ballon a-t-il franchi totalement la ligne de but? Les deux équipes ne sont évidemment pas d'accord sur la réponse. Le but est accordé, le ballon paraît avoir franchi la ligne. Mais impossible d'en être certain. Geoff Hurst ne le sait pas encore, il vient d'inscrire le but le plus contesté de l'histoire du mondial. Hurst réussit néanmoins le doublé et redonne l'avantage à l'Angleterre, 3-2. La meilleure solution pour clore le sujet est encore d'ajouter un nouveau but. Hurst s'en charge de nouveau. 120e minute, tir en pleine lucarne. Hurst inscrit son 3e but du match. 3 buts en finale de Coupe du Monde, un record inégalé. Jackie Charlton, le frère de Bobby, peut s'agenouiller. L'Angleterre s'impose 4-2, certes bien aidé en quart de finale et en finale par l'arbitrage. Les Anglais remportent donc à domicile leur première Coupe du Monde de football. Bobby Charlton, qui sera anobli par la reine et deviendra Sir Charlton, ne peut retenir ses larmes. Le capitaine de la sélection britannique va lui chercher la coupe Jules Rimet, remise des mains de la reine Elisabeth. Moment d'immense émotion à Wembley pour tout un peuple qui vit pour le football. L'Angleterre est la dernière nation européenne à soulever ce trophée, car 4 ans plus tard, le Brésil l'emportera pour la 3e fois et pourra ainsi conserver cette fameuse coupe Jules Rimet.
Les Allemands vont ensuite chercher leur médaille d'argent. Maigre butin, mais les Germaniques se consoleront dans le futur avec d'autres victoires. Les Anglais effectuent leur traditionnel tour d'honneur. Bobby Moore, le jeune capitaine de 22 ans seulement, est porté en triomphe. Joie plus intime dans les vestiaires, après l'Uruguay et l'Italie, l'Angleterre est la troisième nation à remporter la Coupe du Monde sur son sol. Si la première demi-finale est 100% sud-américaine, la seconde est 100% européenne. La RFA de Franz Beckenbauer affronte l'Italie de Luigi Riva et Gianni Rivera. Ce match fait partie des rencontres d'anthologie. Dès la 8e minute, Boninsegna hérite du ballon, il s'appuie sur Riva. Le 1-2 est réussi et la frappe de Boninsegna trompe Joseph Maier. Premier but de Roberto Boninsegna dans ce mondial. La squadra azzurra mène 1-0. Un but que les Allemands auront beaucoup de mal à remonter car la défense italienne est impressionnante. Elle n'a encaissé qu'un seul but en 4 rencontres. 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, corner allemand, tête de Siller et superbe parade d'Enrico Albertosi où Siller peut s'arracher les quelques cheveux qui lui restent. La délivrance pour les Allemands arrive à l'ultime minute de jeu. Schnellinger reprend un centre de Grabowski et trompe Albertozzi. Le joueur du Milan AC, Karl-Heinz Schnellinger, inscrit son premier but du tournoi et égalise à un but partout. Schnellinger, que la rugueuse défense italienne a curieusement laissé libre de tout marquage. Un partout au terme du temps réglementaire. Les deux équipes vont donc disputer la prolongation. 95e minute maintenant, corner pour la RFA. Tiré très haut, tête d'Uwe Siller, Pierluigi Serra, Gene Albertozzi, Gerd Müller en profite pour tromper le gardien italien. Les Germaniques ont renversé la situation en 5 minutes et mènent 2-1. Le 9e but de Gerd Müller et nouvelle erreur de la défense italienne, impeccable durant ces 4 premières rencontres où elle n'a encaissé qu'un seul but. La squadra semble tout simplement craquer. Mais 3 minutes plus tard, l'Italie obtient un bon coup franc. Rivera se charge de le tirer, petite balle piquée à direction de Burnisch qui trompe Joseph Maier. Le premier but de Tarchinio Burnisch dans ce mondial. Superbe service astucieux de Gianni Rivera qui a vu Burnisch démarquer. L'Italie revient à 2 buts partout. Il ne reste alors qu'une minute à jouer dans la première période de la prolongation. Riva hérite d'un bon ballon. Sa frappe croisée trompe Joseph Maier. 3e but de Luigi Riva dans ce mondial. L'Italie reprend l'avantage. 3-2. Match fou au stade Aztec de Mexico. Cette rencontre est loin d'être terminée. 6 minutes plus tard, 110e minute donc, corner allemand. Tête de Siller, tête de Müller qui égalise, 3 partout. Regardez bien à gauche de l'écran, cette image a fait le tour du monde. Beckenbauer a le bras en écharpe, il jouera près d'1 heure avec l'épaule luxée. La joie du bombardier trapu est légitime, Gerd Müller inscrit son 10e but du tournoi en 5 matchs. Le scénario de cette rencontre est absolument diabolique. Les Italiens réengagent, ils paraissent abattus, en particulier Gianni Rivera, ici balle au pied, qui, s'il avait été collé au poteau d'Albertozzi, aurait pu empêcher l'égalisation allemande. On suit l'action dans son intégralité. Débordement de Boninsegna côté gauche. Centre pour Rivera qui marque, incroyable. Moins de 60 secondes après le 3e but allemand, l'Italie reprend l'avantage par Gianni Rivera. Un but de la squadra en Coupe du Monde, son 2e but personnel de la compétition. Monsieur Yamazaki, l'arbitre péruvien, siffle la fin d'une rencontre de légende. L'Italie s'impose 4-3 et se qualifie pour sa 3e finale de Coupe du Monde. Ce sont les plus belles minutes de ma vie, déclara le sélectionneur Ferruccio Valcareggi.
Le 21 juin 1970, les deux nations doubles championnes du monde, le Brésil et l'Italie, s'affrontent en finale de la Coupe du Monde. L'enjeu pour Pelé et les autres acteurs de cette rencontre, la victoire bien sûr, mais aussi l'attribution définitive de la Coupe Jules Rimet, le premier pays à 3 succès, devenant propriétaire du trophée. Les Italiens donnent le coup d'envoi au Stade Aztec de Mexico, mais ce sont les Brésiliens qui dominent le début de ce match. 18e minute. Centre de Rivellino, la tête de Pelé et l'ouverture du score. Le sourire emblématique de Pelé, qui n'avait plus marqué en finale de Coupe du Monde depuis 58. Il inscrit son 4e but du tournoi, son 12e en 4 phases finales disputées. La détente de la perle noire est impressionnante. Burgnich est dominé dans le jeu aérien. Alberto Di, le portier de la squadra, est impuissant. Pelé, auteur 7 mois plus tôt de son 1000e but toute compétition confondue, donne l'avantage au Brésil, 1-0. L'Italie, sans doute fatiguée par sa longue demi-finale face à l'Allemagne, trouve néanmoins l'énergie pour bousculer la Seleção. Superbe débordement de Giancarlo Dezietti, conclu par un bon tir capté sans problème par Félix, le gardien brésilien. 37e minute à présent, les Cariocas remontent tranquillement le ballon. Trop tranquillement sans doute. Boninsennia, bien que gêné par Riva, réussit à glisser le ballon au fond des filets. Égalisation, un partout. Le joueur italien de l'Inter de Milan marque son 2e but après celui inscrit face à la RFA en demi-finale. Joie légitime des Italiens qui courent après un 3e sacre depuis 32 ans et le titre obtenu en France. Terrible erreur de la défense brésilienne, Luigi Riva laisse le soin à Boninsennia de terminer son bon travail. Un partout donc, il reste 7 minutes à jouer en première période. Les Italiens ont repris confiance à l'image de cette frappe lointaine d'Angelo Domenghini, captée en 2 temps par Félix. L'arbitre allemand, M. Glockner, siffle la mi-temps sur ce score d'un partout. Le suspense reste entier pour les 108 000 spectateurs du Stade Aztec. Dès le début de la seconde période, touche de Rivellino pour Clodoaldo. Centre de Clodoaldo, mais Pelé ne peut contrôler, les Brésiliens reprennent leur large domination. Jairzinho serre en profondeur Carlos Alberto qui arrive comme un boulet. Centre de Carlos Alberto, mais Pelé trop court, ne peut reprendre. Alberto Di était une nouvelle fois battu. Cette deuxième mi-temps est à sens unique, mais le Brésil peine dans la finition. Everaldo quitte. Rivellino, tout près de son 4e but. On joue maintenant depuis 1 heure. Gerson, plein axe. Décale Everaldo. Jairzinho est venu en soutien. Il tente de déborder. Gerson prend le relais et parvient à tirer. Une frappe magnifique dans le petit filet. L'infatigable travailleur du milieu de terrain, Núñez de Oliveira Gerson, permet aux Brésiliens de reprendre l'avantage. Il inscrit son 1er but du tournoi, mais un but qui permet au Brésil de mener 2-1 dans cette 9e finale de Coupe du Monde. Le seul but brésilien sur lequel Pelé n'aura joué aucun rôle. Il reste alors 25 minutes à jouer et les nombreux supporters brésiliens sont rassurés. 5 minutes plus tard, on retrouve le buteur, Gerson, pour une longue ouverture. Remise de la tête de Pelé pour Jairzinho qui marque malgré Alberto Di et le retour de Facchetti. Jairzinho, le meilleur buteur de la Seleção dans ce mondial avec 7 réalisations, aggrave le score 3-1 pour les Sud-Américains. Il reste moins de 20 minutes à jouer. Et l'on va revoir la bonne lecture du jeu de Pelé qui a vu Jairzinho démarquer. Le Brésilien marque de la cuisse sur son contrôle. Il ne touche pas ensuite le ballon et c'est peut-être ce qui a surpris Alberto Di. Les joueurs de Mario Zagallo sont alors irrésistibles à l'image de Rivellino. La frappe de Clodoaldo est contrée mais Rivellino récupère. Double contact et petit pont sur Bertini. Extraordinaire geste technique du dribbleur fou. Rivellino qui sert en retrait Gerson. Frappe cadrée mais qui n'inquiète pas Alberto Di. Le sélectionneur italien Ferruccio Valcareggi fait alors entrer son buteur Gianni Rivera. Mais cela ne change rien. Pelé face à Alberto Di et le gardien italien gagne son duel. Le roi Pelé était de toutes les manières signalé hors jeu sur cette action.
Il ne reste que 4 minutes à jouer avant le coup de sifflet final. Cette fin de rencontre ressemble à une démonstration de Kariukas intenable. Rivellino sur l'aile gauche. Il a vu l'appel de Gersino. Gersino tout en percussion. Il décale Pelé dans l'axe. Pelé qui attend l'arrivée de Carlos Alberto. Frappe terrible de Carlos Alberto, le coup de grâce. Au terme d'une fantastique action, la Seleção alourdit encore un peu plus le score. Premier but dans la compétition du latéral droit, Carlos Alberto, qui met fin au peu de suspense qu'il restait. Victoire des Sud-Américains 4-1, les nombreux supporters brésiliens présents au stade Aztec peuvent exulter. Monsieur Glockner siffle alors la fin du match. Le Brésil est champion du monde pour la 3e fois. Le terrain est immédiatement envahi. Pelé est encerclé, mais Roberto Rosato, courageux, vole à son secours. Porté en triomphe, Pelé est bien le roi de la planète football. Il remporte sa 3e Coupe du Monde, bien qu'il ait peu joué lors du sacre de 62. Mario Zagallo, double champion du monde en tant que joueur, et ce jour-là sacré en tant qu'entraîneur. Carlos Alberto est le dernier capitaine à recevoir la Coupe Jules Rimet. Le 7 juillet 1974, la finale de la 10e Coupe du Monde de football oppose au stade olympique l'Allemagne fédérale d'Helmut Schön aux Pays-Bas de Rinus Michel. Une finale rêvée réunissant les 2 meilleures nations de l'époque, mais aussi les 2 meilleurs joueurs, l'offensif hollandais Johan Cruyff et le défensif allemand Franz Beckenbauer. Et si Cruyff dispute la finale du mondial dès sa première participation, Beckenbauer, finaliste en 66 et 3e en 70, n'en est pas à son coup d'essai. Devant son public, il rêve de s'imposer et de lever le trophée de la Coupe du Monde. Les Hollandais qui ont gagné le toss vont faire rapidement circuler le ballon. Un ballon que les joueurs ont besoin de toucher avant de créer leur merveilleux football. La première action de cette finale est le meilleur symbole de leur jeu. En 1 minute, 17 passes vont être réalisées sans qu'aucun joueur allemand ne touche le ballon. Le public allemand siffle. C'est alors que Johan Cruyff prend les choses en main. Il accélère. Johan Cruyff, alors que les Hollandais ont toujours le ballon, va semer Bertie Vogts et Uli Hoeneß, obligés de le crocheter. L'arbitre désigne le point de pénalty. Incroyable, les Allemands n'ont toujours pas touché le ballon. Pénalty pour les Pays-Bas. Cruelle entrée en matière pour les joueurs de l'Allemagne fédérale. Franz Beckenbauer a beau discuter, le pénalty est indiscutable. Johan Niskans, enforcé au centre, le transforme. Maier est impuissant. 1-0 pour les Pays-Bas et 5e but de Niskans dans ce mondial, son 3e pénalty. Pénalty pour les Allemands? Non. À la surprise générale, M. Taylor donne un coup franc aux Hollandais. Il sanctionne en fait une faute de Müller qui s'est appuyé sur son défenseur. La tension est visiblement montée d'un cran. S'ensuit alors beaucoup d'énervement. Müller joue la comédie après une petite poussette dans le dos. Moment de flottement dans cette finale, mais qui va rapidement passer. Sur l'action suivante, Johan Niskans, près du poteau de corner, tente de centrer. Le ballon est intercepté par Franz Beckenbauer. Beckenbauer overhat, qui remonte alors le terrain et trouve Holzenbein. L'Allemand perfore la défense orange et Janssen est obligé de l'arrêter irrégulièrement. Monsieur Taylor désigne de nouveau le point de pénalty, mais cette fois
en faveur des Germaniques. La faute indiscutable à vitesse réelle paraît plus sévère au ralenti. Le ballon est passé, mais le joueur allemand tombe avant l'intervention du défenseur hollandais. Paul Breitner, peu en réussite sur ses 2 frappes lointaines en début de match, se présente alors face à Youngblood, âgé de 35 ans. Moment crucial de cette finale, le contre-pied est parfait et à la 25e minute, la RFA égalise 1 but partout dans une ambiance indescriptible. Le 3e but de Paul Breitner dans ce championnat du monde. Les Allemands qui ont retrouvé leur confiance légendaire sont alors euphoriques. Vogt se permet même d'abandonner quelques secondes le marquage de Johan Cruyff pour tenter sa chance au but, mais superbe parade du gardien néerlandais. Un des seuls gardiens d'ailleurs à jouer sans gants. La domination est alors totalement allemande. Uli Hoeneß s'échappe à son tour sur le côté gauche, mais sa tentative trouve le même sort que celle de Vogt. Youngblood parvient à s'emparer du ballon. Les Hollandais déstabilisés concèdent un nouveau coup franc et commencent à regretter d'avoir ralenti le jeu lorsqu'ils menaient 1-0. Ils auraient peut-être dû tenter le chaos. Hoeneß va s'élancer. Mais finalement, il s'efface pour laisser Franz Beckenbauer une belle pichenette et une belle parade de Youngblood qui était sur la trajectoire du ballon. Beckenbauer sur cette action prouve qu'il n'est pas uniquement un très bon défenseur. Il reste alors 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Rainer Bonhoff, côté droit, déborde Ruud Krol et centre en retrait pour Gerd Müller. Der Bomber contrôle les marques d'un tir en pivot. Le stade explose. La RFA a pris les commandes de cette finale et s'envole vers un 2e succès en Coupe du Monde. 4e but dans cette Coupe du Monde pour Gerd Müller. Le ballon qu'il a attendu toute sa vie est parfaitement exploité et la RFA mène 2-1 à la plus grande joie du banc germanique et de son sélectionneur national, Helmut Schön. Dès la remise en jeu, les Hollandais se ruent à l'attaque. Ils ne veulent pas rentrer au vestiaire avec un but de retard. Eux qui ont fait la lourde erreur de croire qu'ils pourraient conserver leur but d'avance toute la partie. Mais Franz Beckenbauer, le Kaiser, est dans un grand jour. Et c'est lui qui détourne ce centre dangereux en corner. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Johan Cruyff, furieux de la tournure du match, s'en prend alors à l'arbitre de la rencontre. Il reçoit alors un carton jaune pour protestation. Cruyff, que l'on a rarement vu autant hors de lui. La dernière action du match est en faveur des maillots orange. Niskens, des 25 mètres, tente de nouveau sa chance. Sans réussite, son tir frôle le poteau de Maier. La joie du banc allemand, Monsieur Taylor siffle la fin du match. Victoire de la RFA sur les Pays-Bas, 2-1, début de Paul Breitner et de Gerd Müller contre un but de Johan Niskens. Comme en 1954 où la RFA avait triomphé du favori hongrois, les Allemands créent une petite surprise en dominant les Néerlandais. L'Allemagne fédérale remporte une 2e Coupe du Monde. La coupe Jules Rimet étant restée aux Brésiliens déjà vainqueurs 3 fois de l'épreuve, Franz Beckenbauer peut lever pour la première fois le nouveau trophée mondial, œuvre d'un sculpteur italien.
La finale de la 11e Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas débute par de longues discussions. Luis César Menotti, le sélectionneur sud-américain, paraît agacé, car c'est un Hollandais qui est à l'origine du retard du coup d'envoi. René van de Kerkhoff a été victime lors de la compétition d'une entorse au poignet et l'arbitre de la rencontre, l'Italien M. Gonella, juge que la main du Néerlandais n'est pas assez protégée. Un incident rapidement maîtrisé, Hollandais et Argentins, qui disputent chacun leur deuxième finale de Coupe du Monde, vont pouvoir en débattre. Le vainqueur de la partie sera forcément inédit, les deux nations ayant chacune perdu leur unique finale de cette compétition. Première occasion hollandaise, mais la tête de Rep n'est pas cadrée. Rep et Reizenbrink, deux des atouts offensifs des Pays-Bas, avec Niskens. Réaction sud-américaine à la fin du premier quart d'heure, mais le coup franc du capitaine argentin Daniele Passarella trouve les bras de Youngblood, le gardien orange déjà titulaire en sélection lors de la précédente Coupe du Monde. Quelques minutes plus tard, on retrouve Passarella à bout portant, mais sa reprise s'envole. Youngblood réclame un hors-jeu totalement inexistant. Les 78 000 spectateurs présents à Buenos Aires commencent à s'impatienter et craignent même le pire lorsque Rep tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Mais superbe parade de Filiol, le portier argentin auteur d'un match plein, il sera l'un des deux héros de la soirée. Son homologue hollandais n'a pour l'instant rien à lui envier, sa claquette sur une nouvelle tentative de Daniel Passarella est parfaite. On se dirige alors vers un score nul et vierge à la pause lorsque Mario Kempes s'infiltre et s'arrache pour ouvrir le score. Il ne s'agit pas du plus joli but de Kempes, mais le premier but d'une finale est toujours primordial. À la 38e minute, l'Argentine mène 1-0. Mario Kempes réussit à devancer la sortie de Youngblood. Il inscrit son 5e but du tournoi. Juste avant le retour au vestiaire, les Pays-Bas ont l'occasion d'égaliser. Centre de Willy van de Kerkhoff pour son frère René. Remise de la tête pour Reizenbrink, mais Filiol Impérial gagne son duel face à l'attaquant néerlandais. L'Argentine mène 1-0 grâce à un Kempes et grâce aux parades de Filiol qui a su garder sa cage inviolée. Un avantage qui visiblement ne décrispe pas Menotti, le sélectionneur national. Le public de la capitale argentine est lui beaucoup plus serein, bien que Luque en début de seconde période rate l'occasion de doubler la mise. Luque visiblement gêné par la très bonne sortie de Youngblood. Ce manque d'efficacité va coûter cher aux Sud-Américains. À 8 minutes du coup de sifflet final, Naninja égalise de la tête. Naninja, entré à l'heure de jeu à la place de Johnny Rep, remplit parfaitement son rôle de joker. Les Pays-Bas reviennent à un but partout et s'offrent le droit de disputer la prolongation. Monsieur Gonella siffle la fin du temps réglementaire et le match repart pour une demi-heure. L'Argentine, poussée par son public, domine. Mario Kempes élimine deux défenseurs, bénéficie d'un contre favorable sur Youngblood et réussit à glisser le ballon au fond des filets. On joue la 105e minute. Mario Kempes inscrit son 3e doublé du mondial, son 6e but de la compétition dont il terminera meilleur buteur. Un buteur a de la réussite, Kempes le prouve sur cette action. Mario Kempes qui est en train de devenir l'idole de tout un pays. L'Argentine mène 2-1.
En seconde période, on retrouve ce diable de Kempes. Excellent travail qui profite à Bertoni. Bertoni trompe Youngblood. 3-1 pour l'Argentine à la 115e minute. Les Néerlandais réclament une main de Kempes qui paraît, il est vrai, effleurer le ballon du bras. L'Argentine s'impose par 2 buts d'écart. Les Oranges sont battus pour la 2e fois consécutive en finale de Coupe du Monde. Monsieur Gonella siffle la fin du match et tient à garder le ballon qu'un joueur tente de lui arracher. L'Argentine est championne du monde pour la première fois de son histoire. Le succès de 3 hommes, Kempes le buteur, Filiol le dernier rempart et Menotti l'entraîneur. Comme l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre et la RFA, l'Argentine remporte la Coupe du Monde à domicile. Le 8 juillet 1982, l'équipe de France affronte dans la fournaise du stade Sánchez-Pizjuán de Séville l'Allemagne fédérale. Les Allemands ne sont pas au mieux, privés de leur meneur de jeu, Hans Müller, blessé, et de Karl-Heinz Rummenigge, diminué et placé sur le banc de touche. Mais les Germaniques ont l'avantage d'avoir l'expérience de ces importants rendez-vous. Les Français ne participent qu'à leur 2e demi-finale de Coupe du Monde, contre 7 pour les Allemands. Les tricolores ont du mal à entrer dans le match. 18e minute de jeu. Percé de Paul Breitner dans l'axe. L'Allemand sert Klaus Fischer contré par Ettori, mais Lidberski a suivi et réussit à glisser le ballon entre les jambes d'Amoros, Janvion et Trésor. Ouverture du score et 2e but de Pierre Lidberski dans ce mondial. Jean-Luc Ettori est cueilli à froid. Dommage, sa première parade était superbe, il est ensuite impuissant. La RFA mène à 0. 9 minutes plus tard, coup franc de Giresse, tête de Platini et Rocheteau s'écroule dans la surface de réparation. Monsieur Corver, l'arbitre hollandais, désigne le point de pénalty. Il estime que Rocheteau a été ceinturé par Foster. Le meneur de jeu de l'équipe de France va se charger de tirer ce pénalty. Beaucoup d'élan pour Michel Platini, qui prend Schumacher à contre-pied. Égalisation 1 partout et 2e but de Michel Platini, après celui inscrit face au Koweït. En seconde période, Maxime Bossis, auteur d'un match exemplaire, récupère le ballon. La suite, tout le monde la connaît. Platini serre en profondeur Battiston. Battiston, victime d'un véritable attentat d'Harald Schumacher. Le tir du Français frôle le poteau allemand. Patrick Battiston reste cloué au sol, sonné par la violence du choc subi avec le gardien germanique. L'arbitre ne sifflera même pas une charge irrégulière de Schumacher. Michel Platini accompagne lui la sortie de son ami, qui reprendra ses esprits par la suite. Le jeu va donc reprendre. Patrick Battiston quitte le terrain 10 minutes après son entrée à la place de Gengini. Bernard Gengini, lui-même sévèrement touché au mollet par un Allemand. C'est donc Christian Lopez qui fait son entrée sur la pelouse à l'heure de jeu. 1 partout, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes jouent donc la prolongation. 93e minute, Michel Platini, balle au pied, obtient un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Michel Platini va se replacer devant le but allemand. Et c'est Alain Giresse qui va se charger de frapper ce coup de pied arrêté. Le centre d'Alain Giresse est dévié, mais récupéré par Marius Trésor. Superbe reprise du défenseur bordelais. Les Bleus prennent l'avantage dès la 2e minute de la prolongation, 2-1. Le premier but de Marius Trésor en Coupe du Monde, mais quel but! Le mur allemand n'était pas à 9 mètres, le ballon est détourné, mais sur Marius Trésor. Reprise de volée limpide qui ne laisse aucune chance à Schumacher. « 98e minute, Rummenigge s'apprête à entrer en jeu. Rocheteau est parti côté droit, balle au pied face à Foster. Il décale Platini. Platini a vu Didier Six. Six attend l'arrivée d'Alain Giresse.
Alain Giresse va frapper sans contrôle et tromper Schumacher. La France fait le break et mène 3-1. Le troisième but du mondial d'Alain Giresse est sans aucun doute le plus important. Tout le monde pense alors que la France a un pied en finale. Il reste alors 22 minutes à jouer dans la prolongation. Alain Giresse replace immédiatement ses coéquipiers. Il sait que la partie n'est pas encore gagnée et il a bien raison. Malheureusement pour l'équipe de France, Karl-Heinz Rummenigge, ce diable de Rummenigge est entré en jeu après le but de Trésor. 1-2 Rummenigge-Littbarski. Stilicke remet sur Pierre Littbarski. Centre de Littbarski et Rummenigge, sur son premier ballon, réussit à tromper Jean-Luc Ettori. Le 5e but de Karl-Heinz Rummenigge depuis le début de la compétition, il redonne espoir aux Germaniques. La RFA revient à 3-2, il reste 18 minutes, c'est une éternité pour les Français. 6 minutes plus tard, nouveau centre de Littbarski, tête de Roubaix et Fischer égalise d'un retourné acrobatique. Incroyable scénario dans cette demi-finale. Klaus Fischer inscrit son 2e but du tournoi. Il permet aux Allemands de revenir à 3-3. Désormais, plus rien ne sera marqué. Les deux équipes vont se départager au tir au but. Michel Hidalgo motive ses troupes pendant que Karl-Heinz Rummenigge, diminué mais néanmoins buteur, se fait poser de la glace derrière la cuisse. Chacun se décontracte à sa façon avant d'aller frapper son tir au but si important. C'est d'ailleurs la toute première fois en Coupe du Monde que deux nations vont s'affronter au tir au but pour une place en finale. Giresse tire le premier, c'est au fond, la France mène à 0. Manfred Katz face à Jean-Luc Ettori. Le gardien français est également pris à contre-pied, 1-1. Manuel Amoros pour une balle de 2-1. C'est fait, mais les Français ont donc toujours un tir d'avance. Paul Breitner, à une époque, il était le tireur de pénalty des Allemands. En 1974, il avait égalisé lors de la finale face aux Pays-Bas. Toute l'expérience de Breitner, sans problème sous la barre. Les Allemands reviennent à 2-2. Les gardiens de but ne se sont toujours pas mis en évidence. C'est alors au tour de Dominique Rocheteau. Une nouvelle fois à contre-pied, 3-2. Ulrich Stilicke. Parade de Jean-Luc Ettori, les Français font le break, mais le visage de Michel Hidalgo reste imperturbable. La réalisation espagnole s'attarde sur Stilicke en larmes. Pendant ce temps-là, Didier Six voit sa tentative repoussée par Harald Schumacher. Les Allemands peuvent revenir au score si Littbarski réussit son tir. Littbarski dans la lucarne, splendide. Les Allemands égalisent à 3-3. La course-poursuite n'en finit pas. Michel Platini, le capitaine, il a déjà trempé Harald Schumacher sur penalty pendant le match. Le Français change de côté et la France poursuit sa course en tête et mène 4-3.
Une autre star s'avance, Karl-Heinz Rummenigge, le capitaine de la Mannschaft. L'homme qui a remis la Mannschaft sur le droit chemin. Plat du pied, au ras du poteau, rien à dire, 4 partout à la fin de la première série. Il faut alors déterminer de nouveaux tireurs. La première équipe qui craque est désormais éliminée. Maxime Bossis, le grand Max, sans doute le meilleur défenseur mondial à l'époque, auteur d'un match plein, prend ses responsabilités. Tout le clan français retient son souffle. Bossis face à Schumacher et c'est arrêté par le gardien allemand qui est parti du bon côté. Le 6e tireur français a échoué. C'est au tour de Horst Hrubesch, le redoutable attaquant allemand. Hrubesch marque, la RFA l'emporte. Les Allemands se qualifient 5 tirs au but à 4. Ils tenteront dans 3 jours face à l'Italie de remporter une 3e Coupe du Monde. La joie des Germaniques est légitime, terrible désillusion par contre pour Michel Platini et ses coéquipiers. La France jouera la petite finale. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, assiste au stade Santiago Bernabéu de Madrid à ce dernier rendez-vous. La 12e finale de la Copa del Mundo. Pour la 6e fois depuis sa création, la finale de la Coupe du Monde est 100% européenne. L'Italie affronte l'Allemagne fédérale avec pour enjeu la suprématie mondiale mais aussi continentale. Les deux nations ont chacune remporté 2 Coupes du Monde. Avec 3 trophées, l'une des 2 équipes va rejoindre le Brésil au palmarès. Choc des attaquants, Rossi et Rummenigge ont déjà marqué 5 buts dans ce tournoi. Comme on s'y attendait, la rencontre est fermée, 0-0 à la pause. À l'heure de jeu, l'Italie obtient un coup franc à 30 mètres des buts de Schumacher. Beaucoup de fautes dans cette finale, le coup franc est joué rapidement. Tardelli pour Gentile et Paolo Rossi qui ouvre le score. Il inscrit son 6e but de la compétition dont il terminera le meilleur buteur. La squadra mène 1-0. Les milliers de tifosi présents à Bernabéu peuvent exulter. Antonio Cabrini ne peut reprendre le centre de Claudio Gentile, mais Rossi a suivi et marque du genou. Enzo Berzot, le sélectionneur italien, reste lui impassible. 10 minutes plus tard, Rummenigge pour Paul Breitner, dans l'axe, toujours dans l'axe Paul Breitner. Ballon récupéré par Gaetano Cirea. Le contre italien est parti à 100 à l'heure. Conti, relayé par Rossi. Rossi laisse Gaetano Cirea et va se placer devant le but. Cirea en retrait pour Marco Tardelli. La frappe du joueur de la Juve est terrible. L'Italie double la mise. Tardelli marque son 2e but dans cette Coupe du Monde, après celui déjà déterminant inscrit face à l'Argentine. Le président de la République italienne, M. Sandro Pertini, peut être fier de ses compatriotes. La contre-attaque italienne a été superbement menée. La squadra azzurra mène 2-0 et il reste 20 minutes à jouer. Karl-Heinz Rummenigge, toujours diminué, est sorti peu avant le but de Tardelli. À 10 minutes de la fin, nouvelle contre-attaque italienne. Débordement d'Antonio Conti sur le côté droit au centre pour Altobelli qui marche sur le ballon mais élimine Schumacher. 3-0 pour l'Italie. La messe est dite, la squadra azzurra ne sera plus rejointe et se dirige vers un nouveau titre. Alessandro Altobelli inscrit son 1er but du tournoi, mais un but d'une importance capitale. 2 minutes plus tard, la RFA va sauver l'honneur. Débordement de Hans-Peter Briegel. Hans-Peter Briegel, fauché par Conti. Coup franc donc à l'entrée de la surface de réparation italienne. Hansi Müller, le meneur de jeu allemand, entré à la place de Rummenigge, va se charger de le tirer. Hansi Müller, mauvais dégagement de Colovati puis de Gentile. Breitner reprend de volée et marque. Paul Breitner
se fait buteur comme lors de la finale victorieuse des Allemands 74 face aux Pays-Bas. La Mannschaft revient à 3-1 à 7 minutes de la fin de la rencontre. Une réaction d'orgueil trop tardive. Dino Zoff, masqué, est impuissant sur ce but. Les Allemands tentent alors le tout pour inscrire 2 buts en 7 minutes. Mais l'arbitre brésilien de la rencontre, Arnaldo Coelho, le premier Sud-Américain à arbitrer une finale de Coupe du Monde, siffle la fin du match. L'Italie l'emporte 3-1, 44 ans après son dernier titre mondial, remporté en France en 1938. Les Italiens reviennent à hauteur des Brésiliens avec 3 titres mondiaux. La Squadra Azzurra n'avait pas remporté le moindre match lors du tour préliminaire, concédant 3 matchs nuls face à la Pologne, au Cameroun et au Pérou. Dino Zoff, 40 ans, devient le plus vieux vainqueur de la Coupe du Monde. Un nouveau trophée pour les Italiens qui n'avaient connu que la Coupe Jules Rimet. Tout à leur joie, les joueurs transalpins improvisent alors un tour d'honneur. Karl-Heinz Rummenigge reçoit ensuite la médaille d'argent. Il ne le sait pas encore, il ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui repart à Rome. Le 21 juin 1986, l'équipe de France rencontre au Stadio Jalisco de Guadalajara le Brésil. Les Bleus, après avoir éliminé les triples champions du monde italiens, trouvent sur leur route l'autre nation triple championne du monde, le Brésil. Les Brésiliens, invaincus à Guadalajara, présentent un bilan positif face au tricolore. 3 victoires, un match nul pour une seule petite défaite. Ce France-Brésil constitue une finale avant la lettre pour beaucoup d'observateurs de l'époque. Pelé, en personne, dira d'ailleurs après la rencontre « Je viens d'assister à l'un des meilleurs matchs de l'histoire du football ». La première occasion est française, centre de Fernandez contré, et récupération Michel Platini. 1-2, Giresse, Platini. Platini à son tour contré, mais le ballon reste tricolore. La frappe lointaine de Manuel Amoros passe au ras du poteau de Carlos. Amoros tout près de réussir son premier but en Coupe du Monde. Les Brésiliens se mettent alors en action, face à face Socrates-Joël Batz, et le gardien français gagne son duel. Socrates récupère le ballon et sert un coéquipier, l'occasion pour Batz de briller une deuxième fois, sortie impeccable dans les pieds des Sud-Américains. Récupération de Julio César, détente impressionnante du Brésilien. On joue alors la 17e minute de jeu. Les Cariocas vont mettre en place une offensive dont ils ont le secret. Tout s'accélère à mesure qu'ils avancent vers le but français. Double 1-2 Junior Müller. Careca, parfaitement décalé, va tromper Joël Batz. Superbe mouvement collectif des Sud-Américains. L'attaque des Oriverde a pris le pas sur la défense tricolore. Le Brésil mène logiquement 1-0. 32e minute à présent, longue ouverture de Socrates pour Careca. L'attaquant brésilien prend le dessus sur Max Bossis et sert en retrait Müller. Tire sur le poteau. Luis Costa Müller tout près de doubler la mise. Les Français proches du chaos vont revenir au score 8 minutes plus tard. Giresse en profondeur pour le centre de Rocheteau. Stopira rate le ballon mais pas Michel Platini qui égalise. Le Brésil encaisse son premier but du mondial. Michel Platini marque lui son 2e but de la compétition, son 5e et dernier but en 3 Coupes du Monde. Formidable courage de Yannick Stopira qui se jette dans les pieds de Carlos. La France revient juste avant la mi-temps à un but partout. Télé Santana va alors choisir de faire entrer Zico à la place de Müller. À peine 2 minutes plus tard, il lance parfaitement Branco. Joël Batz n'a d'autre alternative que de lui prendre le pied. Incontestable penalty sifflé par l'arbitre roumain, M. Igna. Zico se charge de le tirer. Zico face à Joël Batz. Et superbe parade du gardien français. Les tricolores ont de la chance. Accolade sympa entre Platini et Zico. Zico qui dira après la rencontre avoir eu tort de suivre le conseil de Socrates pour tirer ce penalty. Socrates qui ne voulait d'ailleurs pas s'en charger. À 6 minutes de la fin du match, nouvel arrêt décisif de Batz sur une tête de Zico. Joël Batz est en état de grâce. À l'ultime minute du match, les Brésiliens obtiennent une dernière occasion, mais la frappe de Junior s'envole. L'arbitre siffle la fin de la rencontre, un partout à l'issue du temps réglementaire.
Les deux équipes vont donc jouer 30 minutes de prolongation pour se départager. Séance de relaxation habituelle pour les Français et les Brésiliens. Le match est reparti, Dominique Rocheteau tente une percée solitaire, il élimine 3 défenseurs cariocas mais bute sur le 4e. La frappe de Stopira est ensuite contrée. Superbe chevauchée du buteur français, Dominique Rocheteau. Seconde période de la prolongation à présent. Platini a une touche de balle. Il a vu le départ de Yannick Stopira. Pas de hors-jeu. Stopira face à Carlos. Le gardien brésilien déséquilibre quelque peu l'avant-centre français. Pas de faute selon l'arbitre. Pourtant, comme 4 ans plus tôt lorsque Schumacher avait percuté Battiston, la faute paraissait évidente. Un partout après 120 minutes de jeu, Brésiliens et Français vont se départager au tir au but. Les Cariocas frappent les premiers. Joël Batz a la main ferme face à Socrates. La séance débute on ne peut mieux pour la France. Yannick Stopira en force, 1-0 pour les Bleus. Alemão, un partout mais la France fait la course en tête. Manuel Amoros face à Carlos. 2-1. Zico a raté son penalty pendant le match, mais là il le réussit, de partout. Bruno Bellone, entré en cours de jeu de la prolongation. Il marque, avec l'aide du poteau. 3-2 pour les tricolores. Branco, frappe lourde, sans problème, 3 partout. Michel Platini embrasse le ballon, un baiser qui ne va pas porter chance aux joueurs de la Juventus. Son tir s'envole au-dessus du but. Le Brésil revient à la hauteur des Bleus, 3 partout, après 4 tirs de chaque côté. Julio César, le puissant défenseur, va pouvoir marquer peut-être ce 4e but brésilien. En force, sur le poteau, les Français repassent devant. 3e poteau brésilien du match. Luis Fernandez a alors l'occasion de donner la victoire à l'équipe de France, à condition de marquer bien sûr, il s'élance et c'est au fond. Les Français s'imposent 4 tirs au but à 3 avec beaucoup de réussite. Le Brésil est éliminé en ayant encaissé un seul but en 5 matchs. La France se qualifie pour sa seconde demi-finale de Coupe du Monde consécutive. Le 29 juin 86, la finale de la 13e Coupe du Monde oppose l'Argentine, vainqueur du trophée en 78, à l'Allemagne de l'Ouest, double championne du monde en 54 et 74. Le chancelier allemand Helmut Kohl est présent parmi les 115 000 spectateurs du Stade Aztec de Mexico pour ce duel inédit entre les Sud-Américains, emmenés par Diego Maradona, et les Germaniques de Karl-Heinz Rummenigge et d'Harald Schumacher. La 3e finale argentine, la 5e allemande. Le coup d'envoi est donné par Alofs et Rummenigge. La tactique de la Mannschaft est simple. Franz Beckenbauer a demandé à Lothar Matthaus un marquage serré sur Maradona, comme lui-même avait marqué Bobby Charlton en 66 ou comme Bertie Vogts avait étouffé Johan Cruyff en 74. La première occasion est argentine. Corner de Maradona dévié au premier poteau et Burruchaga est gêné par un coéquipier. Première chaude alerte pour Harald Schumacher. Réaction allemande, Eder sert dans sa course Hans-Peter Briegel qui se laisse parfaitement tomber. L'arbitre brésilien de la rencontre, M. Arpifilho, s'est laissé duper. La RFA obtient un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Pumpido, le gardien sud-américain, place son mur. Karl-Heinz Rummenigge décale Andreas Brehme, mais sa frappe écrasée n'inquiète pas Pumpido. Un mauvais mot sort alors de la bouche de Diego Maradona. Le capitaine argentin est averti pour protestation. Il est ensuite tout près d'offrir une passe décisive à Burruchaga, mais l'attaquant est contré par Brehme. Le ballon reste argentin. Cucciufio évite Rummenigge et transmet à Maradona. Talonnade del Pibe de Oro pour Cucciufio, fauché par Lothar Matthaus.
Coup franc le long de la ligne de touche pour l'Argentine, une sorte de corner ouvert. Burruchaga le frappe, tête de Brown et but. Ouverture du score de José Luis Brown, le défenseur du Nacional. Il a pris la place de Daniel Passarella au sein de la sélection argentine pour ne plus jamais lui rendre. Brown peut embrasser le ballon et remercier Burruchaga dont le service est parfait. On joue la 23e minute et l'Argentine mène 1-0. Dès le retour des vestiaires, Maradona sert Enrique, lancé dans l'axe, accélération d'Enrique et bon service en profondeur pour Valdano, parti à la limite du hors-jeu, plat du pied à terre sans problème, Schumacher est battu. Explosion de joie pour les 115 000 spectateurs du bouillant stade aztèque qui ont pris fait et cause pour les Argentins. On joue la 55e minute, 2-0, le 4e but de Valdano depuis le début du tournoi. S'appuyant sur une défense solide, les Sud-Américains ne laissent qu'un minimum d'espace aux Allemands. Nouvelle occasion quelques minutes plus tard avec cette tête de Valdano à côté des buts de Schumacher. 74e minute, corner d'Andreas Brehme dévié par Voller puis par Rummenigge dans le but argentin. Réduction du score, l'Allemagne reprend espoir à un quart d'heure de la fin du match. Elle n'est plus menée que 2-1. Rudi Voller, entré en jeu à la mi-temps à la place de Klaus Allofs, dévie parfaitement le ballon de la tête. Et Rummenigge se jette pour réduire la marque. 2 minutes plus tard, Maradona réalise un fantastique geste technique. Aile de pigeon dans son dos, il se retourne et enchaîne par une reprise de volée non cadrée, mais le geste spontané est exceptionnel. 80e minute maintenant, centre de Mataos, tête contrée de Dieter Hoeneß, entré en cours de match. Pompidou tente de sauver le corner en vain, il sait que les Allemands sont dangereux, sur coup de pied arrêté. Les corners côté gauche, c'est pour Andreas Brehme. Première tête de Berthold et Rudi Voller trompe Pompidou. Égalisation allemande à 10 minutes de la fin du match. Passeur décisif sur le premier but germanique, Voller marque un but déterminant, comme face à la France en demi-finale. 2 buts partout, Pompidou était sur la trajectoire de la tête de Berthold. Voller dévie donc le ballon très astucieusement. On se dirige vers la prolongation, mais 3 minutes après le but allemand, Maradona a vu Burruchaga partir dans le dos des défenseurs. Pas de hors-jeu, balle de match pour Jorge Burruchaga. Brigol ne le rattrapera pas et l'Argentin marque le but de la victoire. 3-2 pour les Sud-Américains. Libérés par ce 3e but, les Argentins se régalent dans les dernières secondes de la rencontre, notamment le trio magique Valdano, Maradona, Burruchaga. 1-2 Maradona, Burruchaga, le Pibé Oro élimine 2 défenseurs, il est ensuite fauché par Schumacher dans la surface de réparation, mais pas de pénalty. L'arbitre avait sifflé un coup franc au 18 mètres. La frappe enroulée de Diego Maradona évite le mur allemand, mais Schumacher s'interpose. Victoire des Sud-Américains sur le score de 3-2. 8 ans seulement après son triomphe à domicile, l'Argentine est de nouveau championne du monde. Privé d'un tour d'honneur par le désordre du stade aztèque et des nombreux supporters réclamant les maillots des joueurs, Diego Armando Maradona reçoit la Coupe du Monde, à l'endroit même où Pelé l'avait brandi 16 ans plus tôt, pour la dernière fois. Un clin d'œil en forme de passage de témoin pour 2 très grands joueurs de football. Le quart de finale le plus spectaculaire et le plus émouvant se déroule à Naples avec une affiche inédite, Angleterre-Cameroun. David Platt ouvre le score. 1-0 pour les Anglais à la mi-temps, mais dès le retour des vestiaires, Roger Milla fait son apparition sur la pelouse du stade San Paolo. Et 16 minutes après son entrée sur le terrain, Roger Milla obtient un penalty. Transformé par Emmanuel Koundé,
un partout. 4 minutes plus tard, Mila lançait Keke pour l'un de ses premiers ballons et Keke bat Peter Chilton. Les 55 000 spectateurs, tous acquis aux Africains, croient à l'exploit. 2-1 pour le Cameroun, en route vers les demi-finales. Mais à 7 minutes de la fin du match, Lineker est fauché dans la surface de réparation. Lineker se fait justice et transforme le pénalty, 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Pendant la prolongation, Lineker, encore lui, obtient et transforme un nouveau pénalty pour une faute du gardien Nkono, préféré à Joseph-Antoine Bell. L'Angleterre s'impose 3-2 et se qualifie pour les demi-finales, mais le grand vainqueur de cette Coupe du Monde, c'est bel et bien le petit poussé camerounais, Roger Milla, et ses coéquipiers, des Lions indomptables. Le 8 juillet 90, la RFA de Lothar Matthaus affronte l'Argentine de Diego Maradona. Les champions du monde sortants paient au prix fort leur qualification face à l'Italie. Les Argentins sont affaiblis pour cette finale puisque Giusti, Orlaticoechea, Caniggia et Batista sont suspendus. Soutenus par une partie du public napolitain en demi-finale, les Sud-Américains ont sinon toujours reçu un accueil plutôt hostile dans tous les stades où ils ont évolué. Et dans un stade olympique de Rome comble, près de 75 000 spectateurs, l'accueil réservé à l'Argentine est hallucinant. L'hymne argentin est sifflé et la bronca s'élève lorsque Diego Maradona apparaît sur les écrans géants. Le match est lancé sur une triste anecdote à l'image d'un piètre mondial. Les Allemands vont donc évoluer comme à domicile avec leur équipe type et notamment leur buteur Lothar Matthaus, auteur de 4 buts, et du duo Jürgen Klinsmann-Rudi Völler, 3 réalisations chacun. La première occasion du match est d'ailleurs à mettre à l'actif de Rudi Völler, mais la reprise du joueur de la Roma ne trouve pas le cadre. Les Allemands se procurent les premières occasions de cette finale cadenassée, combinaison Hassler-Völler-Littbarski, mais la frappe de Littbarski passe au-dessus des buts de Goicoechea. La domination est germanique, débordement d'Andreas Brehme qui centre, Rudi Völler est trop court, Goicoechea peut s'emparer du ballon. Rudi Völler est l'homme de cette première mi-temps, mais là encore sa tête n'est pas cadrée, il n'inquiète pas Goicoechea. En fin de première mi-temps, les Argentins se procurent enfin leur première occasion, mais c'est en fait Andreas Brehme qui inquiète son propre gardien alors que Maradona a été bousculé. Mais pas de faute selon M. Codesal Mendes, l'arbitre mexicain de la rencontre, 0-0 à la pause. En seconde période, ce sont de nouveau les Allemands qui se montrent les plus dangereux. Littbarski élimine 4 adversaires et frappe au ras du poteau de Goicoechea. Les Argentins n'ont qu'un objectif, attendre les tirs au but pour se reposer sur Goicoechea, mais cette tactique est risquée. Coup franc de Brehme pour la tête de Berthold, mais celle-ci n'est pas cadrée. La Mannschaft domine. Sur ce centre, Augenthaler cherche à obtenir un penalty, mais l'arbitre mexicain ne bronche pas et le score est toujours 2-0. Il reste alors 25 minutes à jouer lorsque Pedro Monzon tacle Jürgen Klinsmann. Carton rouge pour le défenseur argentin, entré à la mi-temps à la place de Ruggieri. Le tout premier carton rouge reçu en finale de Coupe du Monde. Comme face à l'Italie, l'Argentine va terminer le match à 10. Une expulsion qui libère des espaces pour les Allemands. Matthaus lance Rudi Völler qui chute au contact de Serizuela. La faute est loin d'être évidente, mais M. Codesal siffle penalty. Le duel oppose le maître des coups de pied arrêtés, Andreas Brehme, au roi des tirs au but, Sergio Goicoechea. L'Argentin est parti du bon côté, mais Brehme a dès le dernier mot. 1-0 pour la RFA qui s'envole vers un 3e sacre mondial. Une désillusion qu'accepte difficilement Gustavo Desotti. Il reçoit à son tour un carton rouge, le 16e de cette Coupe du Monde défensive et décevante. Monsieur Codesal, pris à partie, aura beaucoup de mal à faire reprendre le match. Diego Maradona recevra, lui, le 162e et dernier carton jaune de la compétition sous les applaudissements du public romain. L'Allemagne, entraînée par Franz Beckenbauer, s'impose 1-0 au terme de la finale la plus triste de l'histoire
et remporte sa 3e Coupe du Monde. La 2e du Kaiser après celle remportée en 1974 en tant que joueur. Matthaus, Voller, Klinsmann, Brehme, Ilgner, Augenthaler, Kohler, Littbarski, Berthold, Burwald, Rauter et Hassler sont les nouveaux champions du monde. C'est la plus grande déception de ma carrière, dira Maradona après le match. L'arbitre était un incapable, il a rendu heureux les Italiens et les Allemands. On a perdu à cause d'une main noire, un pouvoir étranger qui a joué contre nous. Je suis triste, amer et furieux. La main noire a remplacé la main de Dieu. Diego Maradona, hué pendant le match, sera alors sifflé à chacun de ses passages sur les écrans géants du stade olympique. Il ne pourra bien sûr retenir ses larmes pour le plus grand bonheur des Romains, ennemis héréditaires des Napolitains. Triste fin d'un triste mondialé dont il ne faut retenir que la joie des joueurs de la RFA, une fin de toute beauté pour la RFA, l'Allemagne se réunifiant cette même année. Comme à leur habitude, les Brésiliens forment une chaîne humaine en entrant sur la pelouse du Cotton Bowl de Dallas où ils vont affronter les Pays-Bas. La première mi-temps est prudente dans la chaleur texane et il faut attendre les arrêts de jeu de cette première période pour voir la première action collective des Cariocas. Mais Marcio Santos, monté aux avant-postes, est trop court pour inquiéter aide de gauche. 0-0 à la pause. La situation se décante dès le retour des vestiaires. Bebeto côté gauche sert sur un plateau Romario qui ouvre le score. Le joueur de Barcelone était pourtant hors jeu au départ de l'action, mais l'arbitre n'a pas sifflé et Romario inscrit son 4e but de la compétition, 1-0 pour les triples champions du monde. Le service de Bebeto est quasi parfait. Il ne reste plus pour Romario qu'à adapter la fin de sa course par rapport à l'arrivée du ballon, ce que l'ancien joueur du PSV Eindhoven réussit à merveille. Bebeto, passeur sur le premier but, rate ensuite l'occasion de doubler la mise. Son tir effleure le poteau. Les vifs attaquants sud-américains se régalent face à une défense vieillissante. À l'heure de jeu, suite à ce dégagement d'Aide de Guch, la défense hollandaise s'arrête subitement pour jouer le hors-jeu. Bebeto a compris que l'arbitre n'allait pas siffler et s'en va battre le gardien néerlandais. Le Brésil fait le break, 2-0. L'occasion pour Bebeto de fêter la naissance de son fils, né 2 jours plus tôt. Ce but est typiquement sud-américain, feinte de corps et crochet court qui dribble le gardien adverse. Le 3e but de Bebeto depuis le début de cette Coupe du Monde. Les supporters hollandais font grise mine. Pourtant, 1 minute après le but de Bebeto, suite à cette longue touche, Dennis Bergkamp réduit le score. Un but qui symbolise toute la classe de l'attaquant de l'Inter de Milan. Lui aussi inscrit son 3e but du tournoi. Les supporters hollandais ont subitement retrouvé leur joie de vivre. Les Pays-Bas ne sont plus menés que 2-1. Il reste alors moins d'1 quart d'heure à jouer. Corner de Marc Overmars. Aaron Winter surgit et égalise à 2 buts partout. Les Pays-Bas, qui n'étaient plus allés si loin en Coupe du Monde depuis leur finale perdue en 1978 face à l'Argentine, se remettent à rêver d'une accession aux demi-finales. Et la génération des Bergkamp, De Boer et Overmars prouve qu'elle n'a rien à envier à celle de Gullit et Van Basten. À 10 minutes de la fin, Branco, le roi des frappes lourdes, s'essaie une première fois sur un coup franc lointain, sans grand danger pour Aide de Guch. 1 minute plus tard, les défenseurs hollandais font l'erreur de commettre une faute à moins de 30 mètres de leur but, qui plus est sur Branco. Le Brésilien se fait justice lui-même d'une frappe terrible de l'extérieur du pied gauche. Il donne la victoire aux Auriverdes. Comme Roberto Carlos, son successeur au sein de la sélection, Claudio Leal, Branco est un latéral gauche au pied de feu. Et admirez, s'il vous plaît, la souplesse de Romario, obligé de se cambrer tel un danseur de samba pour ne pas dévier le tir de son coéquipier.
Les Brésiliens s'imposent 3-2 au terme du plus beau match de cette Coupe du Monde. 16 ans après sa 3e place obtenue en Argentine, le Brésil se retrouve dans le dernier carré. Brésil-Italie, la finale de la 15e Coupe du Monde se déroule le 17 juillet 1994 au Rose Bowl de Pasadena à Los Angeles. Un stade plein à craquer, près de 100 000 spectateurs pour cette finale idéale entre deux des 3 pays ayant gagné à 3 reprises la Coupe du Monde. Les pronostics sont vaguement en faveur du Brésil, seule équipe invaincue de la compétition. Une finale qui oppose aussi les 2 meilleurs joueurs du tournoi, Baggio et Romario. 0-0 au terme d'une première période décevante, toujours diminuée par une blessure à la cuisse. Roberto Baggio est aux abonnés absents. En deuxième mi-temps, le Brésil poursuit sa domination. Une tête de Bebeto permet à Gianluca Pagliuca de s'envoler. Il reste alors un quart d'heure à jouer. Les défenses ont pris largement le pas sur les attaques. Mauro Silva tente sa chance de loin et toute l'Italie retient son souffle lorsque Pagliuca relâche le ballon qui vient rebondir sur le poteau. Le gardien de la squadra peut souffler et embrasser son montant. Il est passé tout près de la plus grosse bévue de l'histoire des finales de Coupe du Monde. En fin de rencontre, Baggio, qui inscrit 5 des 6 derniers buts de l'Italie, hérite d'un bon ballon dans la surface brésilienne, mais sa frappe s'envole. C'est l'un des 4 tirs italiens de la partie contre 18 tentatives brésiliennes. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Pour la première fois depuis 1978, les 2 équipes sont à égalité au terme d'une finale de Coupe du Monde. Monsieur Poul siffle en effet la fin du match. Pour la première fois de l'histoire, une finale de Coupe du Monde va se jouer sur coup de pied arrêté. L'Italie débute la série et c'est Franco Baresi en bon capitaine qui ouvre le bal. Au-dessus! Incroyable, le joueur emblématique du Milan AC a raté la cible. L'Italien qui hurlait de douleur quelques instants plus tôt n'aurait peut-être pas dû tenter sa chance. C'est alors au tour de Marcio Santos. La tentative du Brésilien est repoussée par Pagliuca. L'Italie revient à la hauteur du Brésil. C'est maintenant au tour de Demetrio Albertini. Peu d'élan pour le joueur du Milan AC. Et 1-0 pour l'Italie. Romario, concentré, sûr de lui, au même endroit qu'Albertini, mais avec l'aide du poteau. Ouf, 1 partout. Et Vanni, peu d'élan lui aussi, en force au centre, 2-1, 2-1 pour la squadra Azzurra. Le prochain tireur brésilien s'appelle Branco. C'est l'un des grands spécialistes des coups de pied arrêtés. Le contre-pied est parfait, de partout. Daniele Massaro s'approche, récent vainqueur de la Champions League 94 avec le Milan AC. Et parade de Taffarel, le Brésil refait le break et peut enfin croire en sa bonne étoile. Le capitaine de la Seleção s'approche. Dunga, impeccable, 3-2 pour les Cariocas. Ronaldo, Rai et Pelé y croient de plus en plus. Il ne reste plus qu'un tir de part et d'autre, sauf si Roberto Baggio rate sa tentative. Ce sera alors terminé pour l'Italie. Baggio s'élance et comme Baresi, son tir s'envole dans le ciel de Los Angeles. Le Brésil redevient la meilleure nation de football en remportant sa 4e Coupe du Monde. Un record. Romario et Bebeto ont laissé ce jour-là la vedette à Claudio Taffarel, leur gardien de but, décisif sur le tir de Massaro, chanceux sur les tentatives de Baresi et Baggio. Les 2 Italiens pris de crampes pendant le match ont échoué.
24 ans après leur dernier titre de champion du monde, les Brésiliens vont de nouveau pouvoir soulever le trophée tant convoité, ironie du sort, œuvre d'un sculpteur italien. Baggio et ses coéquipiers sont effondrés, ils ont lutté plus de 120 minutes pour rien. Donadoni et Baresi, deux des joueurs les plus costauds, craquent. En larmes, le capitaine de la squadra est consolé par son coach Arrigo Sacchi. Une tristesse qui contraste bien sûr avec la joie des Brésiliens. Romario avait dit avant la rencontre « Je sais ce que je vais réussir, ce que de très grands joueurs tels Zico ou Socrates n'ont jamais fait. » Pelé, vainqueur de 3 Coupes du Monde, est aux anges. Les Oriverdes improvisent une petite prière avant d'aller chercher leur trophée. Al Gore remet la coupe à Dunga. Une coupe dédiée à Ayrton Senna, le pilote brésilien décédé cette même année. Moment d'intense émotion pour Dunga, Romario, Branco, Bebeto et tous les autres. Ces joueurs dont certains n'étaient pas nés en 70 lors du dernier titre du Brésil. Romario craque à son tour dans les bras de Branco. Le Brésil a retrouvé son rang. Et c'est le 17 juillet 1994 que le monde entier découvre le visage d'un tout jeune joueur de 17 ans, champion du monde sans avoir joué, le futur grand, très grand, Ronaldo. Argentine-Angleterre, c'est le match référence de ces huitièmes de finale. Gabriele Batistuta ouvre le score sur penalty. 5e but de Batigol, David Seaman est malheureux sur ce coup-là, le gardien d'Arsenal touche le ballon mais ne peut le détourner. 1-0 pour les Sud-Américains. 4 minutes plus tard, Shearer égalise également sur penalty. « 16e minute de jeu, c'est le moment que choisit Michael Owen pour se révéler au monde entier. Le petit Anglais prend de vitesse la défense argentine et place un tir splendide. L'Angleterre prend l'avantage, 2-1. Deuxième but d'Owen dans ce mondial et quel but? Owen, 18 ans seulement. Première mi-temps de folie à Saint-Etienne et ce n'est pas fini. Dans les arrêts de jeu, Sébastien Veron sert Zanetti, l'Argentin égalise, superbe combinaison des Sud-Américains. En début de seconde période, le tournant du match. À la suite de ce contact entre Diego Simeone et David Beckham, Monsieur Nielsen va sortir un carton jaune pour le capitaine argentin et expulse à la surprise générale David Beckham, stupeur au stade Geoffroy-Guichard. Autant le carton jaune semble justifié pour Diego Simeone, autant le rouge semble extrêmement sévère pour David Beckham. L'Angleterre va tenir à 10 contre 11 durant la seconde période et la prolongation. De partout, score final. On en vient donc à la séance de tir au but et ce sont les Argentins qui frappent les premiers. Berti, 1-0. Alan Shearer, 1 partout. Crespo, parade de Seaman. L'Angleterre prend l'avantage. Paulins au même endroit que Crespo et Roa s'interpose, toujours un partout entre l'Argentine et l'Angleterre. Veron sous la barre, en force, imparable, 2-1 pour les Argentins. Merson de partout. Gallardo, 3-2. Michael Owen avec l'aide du poteau, 3 partout. Ayala sans problème, 4-3. Daniel Passarella et Glenn Hoddle, les deux sélectionneurs. L'un des deux va exploser de joie dans quelques instants. Merson frappe, parade de Roa. L'Argentine s'impose 4 tirs au but à 3 et se qualifie pour le prochain tour. Roa est le héros du jour, comme son prédécesseur Goycochea l'a été 8 ans plus tôt. Les Sud-Américains éliminés en 8e de finale lors de la Coupe du Monde 94 retrouvent leur rang. Daniel Passarella, le sélectionneur argentin,
champion du monde 78 en tant que joueur et véritablement ivre de bonheur. L'Argentine de Batistuta et de Vérone est en quart de finale. Il s'agit sans aucun doute du plus beau match de cette 16e Coupe du Monde. Première demi-finale au stade Vélodrome à Marseille. Ouverture de Rivaldo. Ronaldo résiste au retour de Cocu et trompe Van der Sar. On joue depuis moins d'une minute en seconde période. 1-0 pour le Brésil face aux Pays-Bas. Le 4e but de Ronaldo. Le Brésil se dirige vers une nouvelle finale. 87e minute, centre de Ronald de Boer, tête de Kluivert. Égalisation à un but partout. Comme face à la Yougoslavie en 8e, comme face à l'Argentine en quart, les Hollandais marquent dans les dernières secondes de la rencontre le second but de Patrick Kluivert dans le tournoi. Rien ne sera marqué durant la prolongation. Van der Sar et Taffarel se préparent pour la séance de tir au but. Et ce sont les Brésiliens qui ouvrent les premiers. Ronaldo, 1-0. Franck de Boer, le capitaine, un partout. Rivaldo, du gauche bien sûr, 2-1. Dennis Bergkamp, 2 partout. Emerson, 3-2. Cocu, parade de Taffarel, le Brésil prend l'avantage. C'est au tour du capitaine Dunga. 4-2. 4-2 pour les Sud-Américains. Ronald de Boer. Taffarel détourne à nouveau. Énorme Claudio Taffarel sur cette séance de tir au but. Il stoppe 2 tentatives hollandaises et qualifie les Brésiliens pour une seconde finale de Coupe du Monde consécutive. Les Cariocas seront le 12 juillet au Stade de France pour défendre leur titre, acquis 4 ans plus tôt aux États-Unis. Et le héros du jour se nomme Claudio Taffarel. France-Brésil, telle est l'affiche rêvée de la finale de cette 16e Coupe du Monde de football. Le pays organisateur face au quadruple champion du monde, mais aussi les 2 favoris de l'épreuve face à face pour cet ultime match. Les 22 acteurs de cette rencontre: Ronaldo, Leonardo, Claudio Taffarel le gardien, Roberto Carlos, César Sampaio, Rivaldo la star de Barcelone, Aldair, Denilson, Bebeto, Junior Baiano, sans oublier bien sûr le capitaine Dunga. Les Cariocas entraînés par Mario Zagallo, vainqueur de 3 Coupes du Monde, 2 en tant que joueur, 1 en tant que sélectionneur. L'équipe de France à présent, le capitaine Didier Deschamps, Fabien Barthez, toujours aussi décontracté, Vicente Lizarazu, Lilian Thuram, le héros de la demi-finale, Franck Leboeuf qui remplace Laurent Blanc suspendu, Stéphane Guivarch, Christian Carambeu, Marcel Desailly, Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane et Emmanuel Petit. On joue la 27e minute de jeu. Corner d'Emmanuel Petit, tête de Zidane au premier poteau et but. Ouverture du score de Zinedine Zidane. Zizou, expulsé face à l'Arabie Saoudite, n'avait toujours pas marqué, mis à part son tir au but face à l'Italie. Pour son 5e match de Coupe du Monde, il trouve les filets de Claudio Taffarel. La France mène 1-0 face au Brésil. L'accolade entre Petit le passeur et Zidane le buteur. Un corner parfait tiré du pied gauche de Manu Petit. Et Zidane domine Leonardo dans le jeu aérien. Il reste 1 heure à jouer et les Bleus mènent au score au Stade de France. Pour la France, goal for France, numéro 10, by number 10, Zinedine Zidane.
Aimé Jacquet n'est pas serein pour autant. Il sait que l'efficacité offensive des Oriverdés peut leur permettre d'égaliser à tout moment, comme ici par Ronaldo, mais superbe sortie de Fabien Barthez. Une sortie très musclée. Ronaldo est resté à terre, le ballon est mis en touche et les Brésiliens se précipitent vers leur buteur vedette. L'attaquant de l'Inter de Milan a été victime d'une crise d'épilepsie avant la rencontre et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait disputer la finale. Les images du choc entre le gardien français et l'avant-centre de la Seleção sont impressionnantes. Plus de peur que de mal néanmoins, Ronaldo se relève, il pourra tenir sa place jusqu'au coup de sifflet final. On joue les dernières secondes de cette première période. Longue ouverture de Thuram. Junior Baiano rate son intervention. Stéphane Guivard se présente seul face à Tafarel. Et le gardien brésilien a le dernier mot. Il détourne en corner la tentative de l'Auxerrois. Corner d'Emmanuel Petit. Tout le monde passe au travers, mais Guivard se récupère. Il élimine Dunga, mais son centre est contré par César Sampaio. Nouveau corner pour les Français. On joue les arrêts de jeu de la première période. Cette fois, c'est Youri Djorkaeff qui se charge de le tirer. Djorkaeff, nouveau coup de tête de Zidane et la France mène 2-0 au Stade de France. Incroyable scénario pour cette 16e finale de Coupe du Monde. Vu la solidité défensive de l'équipe de France, il sera difficile pour les Brésiliens d'inverser le score. Je savais à la mi-temps que c'était gagné, dira Didier Deschamps après le match. Michel Platini peut être heureux, l'équipe de France mène 2-0 à la pause. Par le numéro 10, by number 10, Zinedine Zidane. En seconde période, coup franc pour le Brésil. Rivaldo décale Roberto Carlos, centre du Madrilène pour Ronaldo. Ronaldo frappe et superbe intervention de Fabien Barthez. Malgré la puissance de la frappe de Ronaldo, Barthez réussit à capter le ballon. Coupe du Monde exemplaire de celui qui a été préféré à Bernard Lama en début de compétition. Le génie de Zizou se passe de commentaires. Zidane, mis en confiance par ses 2 buts, est alors intenable. La victoire française est proche. Le banc tricolore ne tient plus en place. 3 minutes d'arrêt de jeu, affiche l'arbitre assistant. Ultime corner pour la Seleção pour sauver l'honneur. Il est tiré par Denilson. Rivaldo rate son contrôle. Dugarry récupère et amorce la dernière contre-attaque. Dugarry, Vieira. Vieira pour Emmanuel Petit. 3-0 pour les Bleus. L'équipe de France est championne du monde. Explosion de joie pour les 80 000 spectateurs du Stade de France. Comme l'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, la RFA en 1974 et l'Argentine en 1978, la France remporte la Coupe du Monde à domicile. France are the new world champions. Didier Deschamps, le capitaine des Bleus, va recevoir le trophée des mains de Jacques Chirac, le président de la République. La France est championne du monde. Elle remet son titre en jeu en juin 2002.